Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer de parler d'une boussole, d'un outil que l'on peut utiliser pour se repérer lorsque l'on est dans le noir, lorsque l'on est sur un chemin d'éveil à soi, notamment sur un parcours flamme jumelle. Comme je l'ai dit dans les précédents épisodes, que je vous propose d'aller consulter si vous ne l'avez pas encore fait, il n'y a pas de remède miracle. Il n'y a pas de solution toute trouvée pour enfin se sortir du noir, pour enfin se libérer de toutes les épreuves qu'on a le sentiment de vivre. La seule chose, ou l'une des choses peut-être qui nous permet d'avancer de façon un peu plus sereine sur le chemin, c'est à mon sens de trouver une boussole qui nous permette de nous repérer dans le noir justement et d'avancer de façon un peu plus assurée. L'objectif de cette rencontre, c'est l'éveil à soi, le retour à soi, c'est la guérison de ces blessures pour enfin vivre notre vie. Pour cela, il est nécessaire de s'observer, de regarder en quoi nos blessures influent nos comportements. Certaines de ces blessures vont donner un comportement dit plutôt yin ou un comportement dit plutôt yang. Dans les faits, ça va se matérialiser par soit un contrôle exagéré de soi, de ses réactions, soit un contrôle exagéré de l'extérieur. Nous avons tous à la fois du contrôle intérieur et du contrôle extérieur, et l'objectif, c'est de voir dans quel domaine et comment cela se matérialise. Sur mon chemin, j'ai rencontré un outil qui s'appelle l'énéagramme. Alors ce n'est qu'un outil, mais c'est un outil hyper intéressant qui nous permet, à mon sens, de cartographier notre ego et donc de comprendre comment notre personnalité s'est construite, sur la base de quelles blessures et quelles sont nos peurs aujourd'hui qui nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes. Sur mon chemin, cet outil m'a grandement aidé à identifier mes peurs, à comprendre comment elles se matérialisaient et à pouvoir peu à peu comprendre les comportements et les changer progressivement. Sur cette chaîne, je vous propose de vous présenter cet outil et que nous nous en servions comme boussole pour les prochains épisodes, pour que vous puissiez identifier à chaque fois peut-être votre type de personnalité et comment, selon une variante plutôt yin ou plutôt yang, cela se matérialise pour vous. Et puis alors, et c'est un point qui est purement une intuition et de l'ordre de l'expérimental, à mon sens, lorsqu'on est flamme jumelle, on a le même profil énéagramme. Alors ça paraît logique selon la mythologie flamme jumelle, puisqu'on est censé être issu de la même âme, donc a fortiori de la même famille d'âmes, et à mon sens, les types énéagrammes, c'est un peu comme une famille d'âmes. Cette intuition m'est également venue le jour de la rencontre avec mon duettiste, je vais l'appeler comme ça, parce que je n'aime pas tellement, à vrai dire, ces notions de chaser ou dire mon jumeau ou ma flamme jumelle. Je suis toujours un peu gênée avec ce mon qui est très appropriant. Alors, il n'y a pas d'autre mot que le possessif pour qualifier quelqu'un à qui on se rapporte. Donc, je suis bien obligée d'utiliser le mot mon. Mais voilà, je trouve que duettiste ou partenaire de parcours, c'est un peu moins appropriant que les autres mots. Finalement, le mot duettiste, c'est lié à un duo et j'aime bien une notion qui se réfère à quelque chose de musical, comme une symphonie. Bref, je ne vais pas épiloguer plus que ça sur le sujet des étiquettes que l'on se donne ou que l'on donne à l'autre, et je vais revenir sur ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire l'intuition que j'ai eue lors de la rencontre, à savoir que les flammes jumelles avaient le même type énéagramme. Ce soir-là, on m'a dit, et c'est d'ailleurs lui qui me l'a appris, que très peu de couples avaient le même profil énéagramme. Il m'a même dit qu'il n'y en avait pas du tout. Et puis j'ai appris par la suite qu'il y en avait assez peu, c'est-à-dire que c'était seulement 10% des couples. Et là, quand il m'a dit ça, j'ai eu une intuition qui m'est tombée d'un seul coup. Je me suis dit, tiens,
peut-être que, comme les flammes jumelles sont miroirs l'une de l'autre, eh bien ce serait assez logique qu'elles aient le même profil énéagramme, expliquant cet effet miroir encore plus fort que ce qu'on peut avoir au quotidien avec un peu tout le monde. Et ce qui était étonnant, c'est que cette intuition n'était reliée à rien du tout, puisque je connaissais le concept de flamme jumelle, mais j'étais à des milliers de kilomètres de m'imaginer que cela pourrait me concerner. Aujourd'hui que j'ai avancé sur ce chemin, je suis toujours assez persuadée que des flammes jumelles ont le même profil énéagramme, et c'est assez logique finalement, et que l'un des partenaires aura une polarité prédominante plutôt yin et l'autre plutôt yang, sachant qu'il y aura des deux. Je crois que c'est aussi pour ça qu'il y a à la fois une forte attirance parce que l'on se reconnaît, et puis parfois pour certains parcours, certaines personnes, un sentiment d'être opposé en fait. On a le sentiment d'être opposé parce que c'est comme si sur une pièce, vous aviez un côté de la pièce et l'autre côté de la pièce. Je reviendrai sur cette idée un peu plus tard et je vous expliquerai en quoi finalement ce sentiment d'être opposé sur certains sujets est finalement lié à un moteur intérieur qui est le même. Pour moi, cela va aussi expliquer les différentes épreuves que l'on va affronter. Puisque, comme vous le verrez, en fonction de notre type de personnalité, on a certaines peurs bien précises. Et comme par hasard, l'autre va nous montrer précisément ces peurs-là. J'y reviendrai un peu plus tard. Alors, après cette introduction un peu longue, fin du suspense, je vais vous présenter à présent ce qu'est l'énéagramme. Alors l'énéagramme, c'est un modèle, une grille de la personnalité fondée sur 9 structures de caractère, 9 types de personnalité. Je vais rentrer pour chaque profil dans le détail, mais vous avez sur cette slide la synthèse des 9 types de profils: le perfectionniste, l'altruiste, le battant, le romantique, l'observateur, le loyaliste ou le loyal sceptique, l'épicurien, le protecteur et pour finir, le médiateur. Alors, commençons sans plus tarder par le profil 1, le perfectionniste. Le perfectionniste, il pense tout au fond de lui que pour être aimé, il doit être irréprochable. Il doit être le plus parfait possible. Pour cela, il va classer les choses entre le bien et le mal. Si c'est bien, alors je vais prendre cette attitude-là. Si c'est mal, je vais éviter de la prendre. Je vais être vigilant en permanence à éviter les erreurs. Je vais chercher à mériter les choses. Souvent, cela va donner lieu à un contrôle de soi fort, notamment de ses émotions, de sa colère, de sa spontanéité. Souvent parce que la colère, cela ne se fait pas. Cela ne se fait pas d'être en colère en public. Et puis, être spontané, c'est dangereux puisque l'on n'est pas sûr que l'attitude que l'on va prendre est bien la meilleure. L'idéaliste voit ce qui peut être amélioré parce qu'il voit l'écart entre le bien et le mal et comment passer du mal au bien. Il est souvent exigeant, intègre, méticuleux, il a le sens du détail. Parfois, on considère qu'il est trop méticuleux parce qu'il voit tout ce qui est imparfait. Souvent, il est organisé. Il est idéaliste parce qu'il aimerait que le monde soit le plus parfait possible et il a envie de le changer. Il est souvent agacé par ce qui ne va pas, ce qui n'est pas parfait en lui, en l'autre, dans le monde. Il est difficile pour lui d'exprimer sa colère, alors c'est plutôt une forme d'agacement un peu constant. Il aime que les choses soient à leur place, que les choses soient bien rangées, que ce soit parfait. Il a tendance à être un peu rigide dans ses convictions, dans ses attitudes, à être un peu dogmatique. Il aime avoir raison puisqu'il a des convictions assez fortes. Il est parfois intransigeant.
Et surtout, il a un grand sens critique. Et on ne le voit pas toujours, c'est surtout envers lui-même. Il faut aussi ajouter, et c'est important, qu'il peut être discipliné comme rebelle, parce qu'avec le temps, ce focus qu'il a sur les règles, sur le besoin de suivre les règles ou de les comprendre pour savoir où est le bien, où est le mal, bien avec le temps, il va développer le super pouvoir de savoir ce qui est juste pour lui et pour les autres. Cette règle est-elle acceptable ? Vais-je la suivre ou vais-je la refuser ? Avec le temps, il développera sa propre grille de lecture et ses propres règles. Le profil 2, c'est l'altruiste. L'altruiste, il pense tout au fond de lui que pour être aimé, il doit faire plaisir. Il doit rendre service. Pour cela, il va toujours se focaliser sur les besoins de l'autre. De quoi a-t-il besoin ? Je vais l'aider, je vais lui faire plaisir, je vais lui rendre service. Il va avoir tendance à réprimer ses propres besoins au profit de l'autre. Il a peur d'être inutile. Il a peur d'être seul parce que si je suis seul, alors je ne sers à rien, je ne peux pas être aimé. J'ai besoin qu'il y ait quelqu'un à qui je dois faire plaisir pour pouvoir me sentir exister. Il est très intuitif pour voir ce dont l'autre a besoin. Il aime qu'on ait besoin de lui, il aime plaire, offrir des cadeaux. Il est généreux, chaleureux, empathique. Il est souvent déçu par l'ingratitude parce qu'il donne beaucoup et a parfois l'impression de ne pas recevoir assez. Parfois, il a tendance à être un peu intrusif. J'ai besoin de te rendre service. N'as-tu pas besoin de moi ? Alors je vais te proposer mon aide même si tu ne l'as pas demandé. Il y a parfois de la diligence excessive. J'ai besoin de t'aider. Il y a de la difficulté à dire non. Parce que toujours cette croyance que pour être aimé, je dois faire plaisir. Faire plaisir, c'est dire oui à l'autre. Alors l'altruiste va souvent, systématiquement, réprimer ses besoins au profit de ceux des autres. Ensuite, nous avons le profil 3, le battant. Sa croyance tout au fond, c'est que pour être aimé, il doit réussir. Il doit avoir du succès. Pour ça, il va se focaliser sur les critères de réussite de la société. Comment puis-je être un battant, vu comme quelqu'un qui réussit dans la vie ? Il va chercher à être performant. Il va d'ailleurs souvent apprécier la compétition. Il va aimer les challenges. Il va essayer d'éviter l'échec à tout prix. Et il va peu à peu s'identifier à ses actions, sa réussite, son image. C'est quelqu'un qui va aimer se fixer des objectifs, qui sera souvent un bon vendeur, un bon négociateur. Quelqu'un qui sera efficace, qui va aimer que les choses aillent vite. Le temps, c'est de l'argent. Il est souvent impatient. Il n'aime pas quand les choses sont molles. Quand les gens qui sont un peu mous, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit dynamique, il faut qu'il y ait toujours un nouvel objectif et que les choses avancent. Il pourra y avoir parfois, dans les côtés un peu plus sombres, une tendance à embellir la réalité, justement pour éviter les échecs ou les choses qui se passent moins bien. Ça peut donner aussi une forme de fluctuation où je vais changer d'objectif pour trouver l'objectif qui me permet d'atteindre ce succès que je cherche tant. Dans les super pouvoirs, quand le battant a travaillé sur lui, cela donne une capacité à voir ce qui peut être accompli, ce qui est possible et ce qui l'est moins. Comment est-ce qu'on peut changer les choses pour atteindre les objectifs que l'on s'est fixés ? Ensuite, nous avons le profil 4, le romantique. Son sentiment, tout au fond de lui, c'est d'avoir été abandonné. Il a le sentiment qu'il y a quelque chose qui manque. Il a tendance à sublimer ce sentiment d'abandon, à sublimer les émotions négatives. À la fois, il a la peur d'être abandonné
Et en même temps, ce sentiment lui donne le sentiment d'exister. Il cherche à vivre avec intensité. Il aime exprimer ses émotions, les vivre fortement. Il aime et il valorise ce qui est authentique, ce qui est beau, ce qui est sensible. Il aime l'originalité et être original lui-même. Il n'aime pas ce qui est fade, ordinaire. Il n'aime pas la routine. Il aime que les choses soient vivantes, intenses. Il aime être créatif, il aime que les autres soient eux-mêmes créatifs. Il a le sens du mélodrame, il peut être facilement mélancolique. C'est quelqu'un qui vit des émotions qui peuvent fluctuer dans la journée, qui vont et qui viennent, qui montent et qui descendent. Il a toujours le sentiment qu'il y a mieux ailleurs. Il envie un peu ce qui n'est pas là, ce qu'il n'a pas. Son super pouvoir, c'est voir ce qui est beau en chaque chose, même quand les choses semblent ternes, grises, tristes. Le profil 5, l'observateur. L'observateur pense tout au fond de lui que le monde est envahissant. C'est un monde qu'il ne comprend pas bien, qui lui semble un peu bizarre, intrusif. Pour se protéger, il choisit de se distancier. Il prend du recul, il observe, il cherche à comprendre le monde. Il choisit de s'isoler, de mettre une couche d'isolant entre lui et le reste du monde. Il a peur de l'intrusion, peur des gens intrusifs, vampirisants. Il se met à distance, il a besoin de solitude assez souvent et il essaie de comprendre comment les choses fonctionnent. Pour comprendre les choses, il s'investit dans des recherches, il développe des domaines d'expertise et il essaie d'être le plus logique possible, rationnel. Il est beaucoup dans le mental pour essayer de comprendre. Il valorise tout ce qui est rationnel justement et il n'aime pas ce qui est irrationnel, ce qui n'est pas logique, ce qui est parfois de l'ordre de l'émotionnel. Il aime faire preuve de sang-froid, il valorise le sang-froid. Il a tendance à être un peu distant, à éviter les situations émotionnelles. Il n'est pas à l'aise lorsque quelqu'un exprime des émotions à côté de lui. Il ne va pas savoir comment réagir, il va avoir tendance plutôt à vouloir fuir. Et il a tendance, pour se protéger, pour se rassurer, souvent à compartimenter les domaines de sa vie. Son super pouvoir, c'est justement cette distance qu'il aura mis parce qu'il aura beaucoup de recul sur les choses. Et donc, il va comprendre facilement comment les choses fonctionnent et comment trouver des solutions. Le profil 6, c'est celui que l'on appelle le loyal sceptique. Sa croyance, tout au fond, c'est qu'il doit se protéger d'un monde qui est dangereux. Pour pouvoir faire ça, il va se focaliser sur les risques, les dangers. Il va chercher à les anticiper. Il va prévoir, il va créer des scénarios, projeter des choses dans sa tête pour pouvoir anticiper tout ce qui pourrait le mettre en insécurité. Pour pouvoir s'assurer qu'il est en sécurité, il va utiliser le doute. Le doute de soi, le doute des autres, le doute de chaque événement qui pourrait arriver. Il va du coup avoir un sujet autour de la confiance. Est-ce que je peux avoir confiance en toi ? Je vais douter pour pouvoir m'assurer que je peux bien te faire confiance. Je vais essayer d'éviter la trahison, parce que la trahison, c'est l'insécurité affective. Je vais valoriser la loyauté. Je vais d'ailleurs être quelqu'un de très loyal, de très fidèle en amitié, quelqu'un de fiable. Comme je me méfie et que j'anticipe beaucoup, on va me considérer comme quelqu'un de prévoyant. J'ai toujours ma trousse à médicaments si l'on part. J'anticipe toujours ce qui peut arriver. Je vais être quelqu'un, évidemment, de vigilant. Je ne vais pas aimer les gens qui manquent d'engagement, qui manquent de fiabilité, les gens qui trahissent. D'ailleurs, si on me trahit, ça va être très compliqué de pardonner.
Comme j'utilise le doute pour m'assurer de ma sécurité, je vais souvent être sceptique. Je vais tester l'autre à travers une forme de scepticisme. Et puis, comme il y a ce sujet autour de la confiance, eh bien, il va y avoir un sujet autour de l'autorité. Est-ce que je peux faire confiance à l'autorité? Est-ce que je peux me sentir en sécurité avec cette autorité-là? Que ce soit le gouvernement, la science, la religion, mais aussi l'entreprise. Je vais facilement être soit dans une confiance forte, soit plutôt dans une défiance par rapport à l'autorité. En tout cas, mon rapport à l'autorité ne sera pas neutre. Mon super pouvoir, le super pouvoir du loyal sceptique sera d'identifier les menaces. À force de pouvoir développer ce scanner sur tout ce qui pourrait arriver de mal, de mauvais, j'ai développé une super intuition et je vais savoir ce qui est fiable, sécurisé et à l'inverse, ce qui comporte un potentiel de risque et de danger. Ensuite, nous avons l'épicurien, le profil 7. Sa croyance à lui, tout au fond, c'est que le monde est contraignant, qu'il a été contraint et que donc il doit chercher à éviter ça, éviter d'être contraint, éviter d'être enfermé, d'être emprisonné. Il va éviter tout ce qui lui semble négatif, par extension. Il va se focaliser du coup sur ce qui est positif. Et pour éviter le négatif, il va souvent utiliser la rationalisation. Je rationalise mentalement pour que ce qui peut sembler contraignant ou pénible, difficile à vivre, voire souffrant, eh bien finalement je ne le ressente pas comme tel, avec un peu le « oui, c'est la vie ». Ça m'évite de me confronter aux émotions difficiles qui pourraient se présenter. Pour cela, je me focalise donc sur le positif, je suis facilement optimiste, je n'aime d'ailleurs pas les gens pessimistes en général, j'aime être joyeux, je suis plutôt enthousiaste, j'aime entraîner les autres dans un univers joyeux. J'aime que les choses soient drôles, je n'aime pas m'ennuyer, j'aime avoir plein d'opportunités, plein d'options ouvertes. Lorsqu'il y a un seul chemin, une seule façon de faire, je me sens enfermée. Je n'aime pas que les cadres soient rigides, les procédures trop rigides. Je n'aime pas être contraint à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Je n'aime pas être contraint dans une relation. Je n'aime pas ce qui est enfermant, y compris les relations enfermantes. Je peux du coup avoir parfois de la difficulté à envisager des relations long terme ou des projets long terme parce que ça devient ennuyeux ou contraignant. Cela peut donner de moi une image de quelqu'un d'un peu inconstant qui, dès lors qu'il s'ennuie ou que cela commence à vivoter, eh bien, s'en va trouver quelque chose de plus intéressant. Son super pouvoir, je crois, c'est de pouvoir identifier le bon compromis entre la contrainte et la liberté, le cadre acceptable, l'effort acceptable. C'est aussi de savoir mettre de la légèreté, y compris dans des moments lourds et difficiles. Et puis nous avons le profil 8, le protecteur, que l'on appelle aussi parfois le chef, le leader. Sa croyance tout au fond, c'est que le monde est confrontant, qu'il faut se battre pour survivre. Il va chercher à être fort. Il va se focaliser justement sur les rapports de force pour pouvoir se positionner comme quelqu'un de fort, comme un leader. Il va évidemment du coup avoir peur d'être vulnérable. Il faut qu'il puisse montrer une image de quelqu'un qui est combatif, qui protège son camp, son équipe. Il va être sensible à l'injustice, puisqu'il va justement se focaliser sur les forts, les faibles. Donc il va avoir tendance à vouloir protéger les plus faibles. Il va parfois, et c'est son mécanisme de défense, être en déni du danger, puisque il faut que je sois fort, je suis fort, donc je ne me montrerai pas vulnérable. Les obstacles, je ne les vois pas, je les abats. Il se positionnera facilement comme le chef d'une équipe, le leader. Il n'aime d'ailleurs pas être contrôlé. Il aime être en contrôle des choses.
parce qu'il a la capacité à partir au combat, à défendre. Il est impulsif, spontané. On va considérer que c'est quelqu'un d'entier qui peut être cash, qui exprime ses émotions, ses opinions directement, sans contourner. On va parfois, du coup, le trouver un peu autoritaire ou colérique, parce qu'il a cette capacité à exprimer ses émotions de façon vive. On va pouvoir le considérer aussi comme excessif dans certains domaines de sa vie. Peut-être trop de nourriture, trop de paroles, trop. Parfois, il y a un peu de trop. Son super pouvoir, c'est comprendre les relations de pouvoir, justement, et trouver la justesse entre la force et la vulnérabilité lorsqu'il se reconnecte à qui il est profondément. Et puis enfin, nous avons le profil 9, le médiateur. Sa croyance à lui, c'est qu'il faut qu'il préserve l'harmonie. Il doit absolument éviter les conflits. Il va du coup se focaliser sur ce qui pourrait briser l'harmonie. Il va chercher les compromis. Il va éviter toutes les situations qui pourraient amener à des conflits. Donc, il va parfois être amené à endormir, à mettre sous le tapis ce qui le stresse, à remettre à demain ce qui peut être source de conflits. C'est quelqu'un qui va ne pas se mettre en colère, qui va être calme, conciliant, adaptable, qui va chercher toujours les solutions, à être justement le médiateur. Il va être patient, souvent, humble, assez serein, mais pour éviter les conflits, il va parfois éviter de prendre position. Cela va parfois donner de l'indécision, un temps important pour prendre une décision, pour se positionner, pour avoir un avis. Il va avoir tendance un peu à procrastiner justement dans la prise de décision qui pourrait être stressante, dans des actions qui pourraient être stressantes, et il va y avoir une tendance à se perdre parfois dans les tâches secondaires, c'est-à-dire que je vais potentiellement être très actif, mais dans des tâches secondaires pour éviter la décision, le sujet qui me stresse. Comme j'aime avoir le temps pour être sûre d'avoir la bonne décision, la bonne action, je n'aime pas trop que l'on me mette la pression. Le super pouvoir du médiateur, c'est de trouver évidemment les compromis possibles. Quitte, lorsqu'il s'est reconnecté à soi, à être capable de faire face à un conflit. Et voilà, avec le médiateur, on a fini ce panorama synthétique des 9 types de personnalités énéagrammes, qui nous servira donc de boussole, comme je vous le disais, pour les prochaines vidéos, pour comprendre les processus et les mécanismes à l'œuvre. Je vous dis donc à bientôt et une très belle journée.